Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Weiler qui a été ma mentor durant quelques mois au début de cette année de 2022. Et aujourd'hui, on va discuter autour de l'art d'être soi pour connecter à sa puissance personnelle, son authenticité et finalement briller. Peut-être que tu peux dans un premier temps te présenter, Caro. Ouais, bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Caroline. Ça va faire un peu plus de 7 ans maintenant que j'ai lancé mon activité qui à la base s'appelait Visual Story Mapping, qui était une activité qui aidait mes clients à gagner en clarté sur qui ils étaient, sur leurs projets, sur les différentes perspectives et les voies qu'ils avaient envie d'emprunter grâce à un outil qui s'appelle le mind mapping. Et donc au cours de l'évolution de mon activité, je posais les bonnes questions aux personnes et donc ça s'est petit à petit transformé en du coaching où j'utilisais pas mal d'outils qui arrivaient sur mon chemin et qui finalement m'avaient aidé moi dans mon propre cheminement personnel et professionnel. Et puis ce coaching s'est transformé davantage en mentorat, donc dans l'idée d'accompagner des personnes plutôt grâce à mes expériences plutôt que juste de garder la distance du coach et d'attirer finalement des personnes qui résonnent avec le mode de fonctionnement, le mode de personnalité, le mode de manière de vivre sa vie. Donc voilà, aujourd'hui, mon activité s'appelle Inspire, elle est à mon nom, à Caroline Weiler, et j'ai eu la joie donc de mentorer, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, d'accompagner Cécilia, oui c'est vrai, au printemps dernier. Et on a clôturé ça, je pense, fin du printemps, début de l'été. Ouais, dans un moment où il y avait plein de changements pour toi et pour moi, et ça a été, je sais que ton mentorat a été quelque chose un accompagnement qui m'a permis d'impulser justement, notamment ce départ aux Canaries, et qui pour moi était vraiment significatif d'un avant et d'un après, notamment dans être moi, dans assumer qui j'étais. Et je trouve que ces espaces de puissance qu'on peut offrir, que ce soit avec toi, avec moi ou avec d'autres personnes, sont toujours hyper intéressants pour justement se découvrir. Et j'aurais envie que tu nous partages qu'est-ce que ça signifie pour toi être soi. Alors, être soi, pour moi, déjà, c'est accepter qui on est. Donc ça passe d'abord par une acceptation de nos différentes facettes, de notre personnalité, de notre manière de fonctionner. Et après cette acceptation qui est très fort liée à l'amour de soi finalement, de travailler son amour personnel, son acceptation, sa valorisation, son estime de soi, on en arrive à vouloir s'affirmer et se montrer tel qu'on est. Donc être soi, c'est oser se respecter, c'est oser avoir le courage surtout de se montrer tel qu'on est, de ne pas porter de masque, d'avoir toutes les identités qu'on a envie d'avoir, de changer de direction quand on a envie de changer de direction, d'aller vers ce qui nous fait rêver, de suivre nos envies, d'écouter nos besoins. Ça demande en fait une grande écoute de soi déjà, de ses besoins, de qui on est dans l'instant présent et de se permettre d'incarner sa singularité parce que chaque individu est unique. Alors c'est très bateau de dire qu'on est tous uniques, on est tous différents, mais cette différence, c'est un avantage en fait. C'est la singularité qu'on peut être, qu'on peut avoir. Et c'est comment est-ce qu'on va le montrer, comment est-ce qu'on va s'autoriser
à être pleinement soi sans être parasité, conditionné ou influencé par le regard des autres parce qu'on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, d'être jugé dans notre fonctionnement, dans notre manière de vivre. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a très fort touchée, je pense, depuis ma plus tendre adolescence jusqu'à aujourd'hui, de constater qu'il y a plein de personnes qui ne s'autorisent pas à être eux-mêmes, qui se cachent derrière des casquettes, des labels, des manières d'être juste parce qu'ils ont peur de manquer d'amour ou parce qu'ils continuent à, à nourrir des vieilles blessures, des vieux traumas, des vieilles croyances comme quoi ils ne sont pas assez s'ils ne sont pas comme ça ou s'ils ne sont pas comme ci, s'ils ne vont pas dans telle direction ou s'ils ne suivent pas telle voie, s'ils ne respectent pas les envies de leurs parents, de leur entourage, de leurs professeurs, de la société, etc. Donc être soi, c'est oser incarner sa singularité sans se soucier de tout ce qui nous entoure. Donc c'est être connecté à l'intérieur et se déconnecter finalement dans les parties traumatisantes de l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas totalement se déconnecter de l'extérieur. On n'a pas forcément envie de vivre comme des ermites reclus et seul au monde. En fait, on vit en société, on vit dans une collectivité et c'est comment on va réussir à être nous-mêmes malgré l'influence extérieure. Ouais, et on peut l'écouter à ma voix pendant que je t'écoutais, j'avais plein d'images qui me revenaient de mon propre chemin pour assumer qui j'étais et justement pour aller au-delà de ces blessures et je sais parce que je l'ai vécu et je pense que toi aussi tu peux le reconnaître que c'est un beau chemin et en même temps plein de challenges et j'aurais aimé que tu nous racontes un peu justement quelle est ta relation avec ton être, avec qui tu es, avec ton toi, et comment elle s'est développée, d'où tu es partie peut-être aussi? C'est marrant parce que je pense directement à un autre podcast dans lequel on m'avait interviewé, on avait beaucoup parlé de la confiance en soi. Et pour moi, c'est très fort lié à la confiance qu'on a en nous-mêmes, d'oser être nous-mêmes, de nous incarner pleinement. Je pense, même j'en suis convaincue, que petite fille, je me suis sentie aimée, je me suis sentie accompagnée et donc ça m'a permis finalement d'avoir déjà confiance en l'autre et en moi et de ne pas essayer de me valoriser plus que ce que je ne devrais. Et donc à l'adolescence, je suis arrivée déjà avec cette confiance, mais pourtant moi je m'en suis pris plein la gueule quand j'étais à l'école. Voilà, c'est les rivalités entre adolescents, c'est les filles parfois qui sont jalouses d'autres filles, c'est la période où on aime plaire, où on a envie de découvrir un peu notre sexualité et tout ça. Et c'est des moments de vie en fait qui ont été assez confrontants pour moi parce que je pense que j'étais quelqu'un qui faisait un peu peur parce que justement j'avais confiance en moi, mais qui gardait quand même une sorte d'humilité par rapport à cette confiance. Et donc ça décontenançait les gens, ils aimaient pas trop ça. Donc moi c'était très difficile parce que j'avais cette impression de j'ai pas besoin de me rabaisser aux critiques des autres et je sais que ça va me passer au-dessus, etc. Mais mine de rien, je pense que ça fait partie aujourd'hui quand même des petits traumas de ma vie qui font qu'aujourd'hui, quand je doute ou quand je remets en question ma propre valeur et que je me dis est-ce que je devrais pas être comme ça plus qu'autre chose, je me rapporte à ces événements-là où à l'époque j'avais l'impression d'être méga confiante et que j'allais dépasser n'importe quelle critique et que j'étais plus forte que ça et même plus comment est-ce qu'on dit ça que ça me dépassait quoi, c'était pas quelque chose qui allait me toucher en plein cœur, ça allait me survoler et ne pas du tout m'atteindre. Et en fait aujourd'hui comme je te dis, je vois un petit peu que ça m'a quand même ça met parfois un petit peu des bâtons dans les roues. Donc ça c'était une des premières périodes de ma vie où il fallait vraiment moi me faire confiance et me dire que j'avais de la valeur, que j'étais assez et que je pouvais tout faire pour surmonter un petit peu ça.
des personnes qui aujourd'hui sont même encore des amis, tu vois. Mais à l'époque, c'était un peu, c'est des rivalités, c'est tout ça. Je crois qu'on passe tous un petit peu par là. Soit on fait partie du club des cools, soit on fait partie des clubs des nuls. Et on choisit un peu son camp et puis on le vit comme on doit le vivre. C'est marrant parce que quand on en parle encore avec des amis aujourd'hui, avec des gens avec qui on a été à l'école, on se dit, mais comment est-ce qu'on était tellement débiles de dire qu'il y avait un club des cools et un caca club, quoi, tu vois. C'était vraiment des choses complètement ridicules. Et tout ça, ça forge, en fait, la personne qu'on devient. Ça nourrit également des blessures qui n'ont peut-être pas forcément été traitées. Et en fonction de comment est-ce qu'on est entouré et de comment est-ce qu'on peut communiquer ce qu'on est en train de ressentir, tu vois. Je crois que le harcèlement aussi à l'école joue beaucoup sur ce que deviennent les gens et comment est-ce qu'ils osent se montrer. Après, j'étais quelqu'un, je pense, qui a toujours revendiqué ma place, ce que je voulais. À partir de mes 17 ans, j'ai estimé que mes parents n'avaient plus aucun conseil et avis à me donner, que j'étais ma propre personne et que je rentrais dans l'âge adulte. Donc ça a toujours été assez difficile pour eux parce que je suis quelqu'un d'assez têtu et donc quand j'ai quelque chose en tête ou une idée, j'ai envie d'aller au bout. Et donc tout le monde aura beau me dire « Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire » ou « Moi, à ta place, je ferai pas ça », je reviens toujours à ma boussole intérieure qui sait que c'est juste pour moi, qui sait que mon intuition sera toujours la bonne et que ce sont que les peurs des autres qui viennent se manifester. Alors là, j'en parle aujourd'hui avec le recul. À l'époque, je ne pouvais pas mettre ces mots forcément. Ah bah tiens, mes parents sont en train de manifester leurs peurs et donc ça ne m'appartient pas et je ne suis que la témoin de leurs peurs. En fait, à l'époque, j'avais déjà, je pense, ce ressenti qui me disait « Caro, fais-toi confiance, suis ta propre route, c'est ton chemin ». Et donc, ce qui fait que j'ai fait des erreurs, je suis tombée, je me suis relevée, mais chaque fois, ça m'a permis de revendiquer un peu plus qui j'étais et de ne pas me laisser complètement influencer par l'extérieur. Et puis, je crois que vers mes 25-26 ans, j'ai eu mon job de rêve qui à l'époque était d'être juriste pour une grande organisation internationale et de partir sur le terrain comme délégué de guerre. Donc j'ai fait des études de droit, j'ai terminé mes études de droit, je me suis spécialisée en droit de l'homme et droit des conflits armés. J'avais pour objectif d'être prise en tant que stagiaire à la division juridique du Comité international de la Croix-Rouge, donc du CICR qui est basé à Genève, job que j'ai eu. Et puis après, j'étais supposée partir sur le terrain et travailler pour des ONG, pour le CICR et quitter en fait mon Europe natale. Et quand j'ai eu ce job de rêve, c'est un peu comme si tout mon monde se disait en fait, tu l'as eu, c'est quoi la suite maintenant? Et c'est quoi le prochain Graal? Tu vas partir en quelle quête là maintenant? Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'utilisais pas les 3/4 de mes potentiels. J'avais plein d'envie, plein de créativité, plein de talents en moi et je ne comptais pas juste suivre une seule et même carrière. Donc là aussi, il y a eu un gros travail de connaissance de soi en fait. Je m'écoute, j'entends qu'à l'intérieur, c'est l'ébullition, que j'ai envie de toucher à plein de domaines. Et comment est-ce que je peux l'affirmer haut et fort? Alors bien évidemment, ça fait peur quand on dit ça à ses parents, quand on dit ça à son entourage. J'arrête tout, je change, je vais me réorienter et je vais créer ma propre activité, mon propre business. Je crois qu'il faut avoir la niaque, il faut avoir du bagou, il faut vraiment se dire j'aime prendre des risques. Et ça, moi, depuis toute petite, j'aime prendre des risques. J'aime le changement, j'aime la nouveauté, j'aime l'inconnu, j'aime partir d'une page blanche. Et c'est pour ça que cette confiance en moi, finalement, elle joue là-dedans. Alors, cette confiance, je l'ai, mais ça ne m'empêche pas chaque fois quand même de regarder à l'extérieur qui fait quoi, comment est-ce qu'il le fait. Mais je ne le prends pas en mode ça va m'influencer négativement, ça va m'influencer positivement. Ça va me donner de l'inspiration, ça va être un peu comme une boussole qui me dit qu'est-ce qui te manque toi et ce vers quoi tu as envie d'aller. Et donc ça m'a permis encore davantage d'assumer cette manière de fonctionner qui est je suis quelqu'un d'autodidacte qui aime prendre des décisions par elle-même et qui a envie de tracer sa propre route, qui a besoin de faire des erreurs par elle-même. Et donc, je reviens à ce que je te disais quand j'avais 17 ans et que je voulais plus de conseils à mes parents. C'est un peu la même chose aujourd'hui. C'est quand je parle de quelque chose et que des amis, mes parents, un entourage, mon copain ou qui que ce soit
me disent à ta place je ferais ça, ou moi dans telle situation j'irais comme ça, bah moi c'est comme si tout mon corps se fermait et il est pas du tout réceptif, hein, parce que j'ai rien demandé, j'ai rien sollicité comme avis, j'ai juste envie d'être écoutée, j'ai juste envie qu'on me crée un espace où juste je me sens vue et reconnue, et j'ai pas besoin forcément d'avoir des avis extérieurs. Par contre, si je vais chez quelqu'un et je dis écoute là, tiens Cécilia, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin d'un conseil, quelle est ton expérience dans cette situation-là, et ben là je serai toute ouverte. Mais c'est vraiment ça qui va nourrir mon sentiment de, pas forcément de maîtrise et de contrôle, parce que j'aime pas me cacher derrière là-dessus, même si je suis quelqu'un qui est quand même assez fort dans le contrôle, mais plus en mode je suis responsable, je suis autonome, et c'est d'abord moi qui vais valider et reconnaître mes propres envies, mes propres décisions, avant d'aller regarder à l'extérieur ce qui s'y passe, tu vois. Et donc dans tout ce processus de réinvention, avant de créer ma propre activité, bah, j'ai eu besoin d'essayer plein de choses. Et donc là aussi, c'était chaque fois, bah, je crois en mon process, je crois en mon chemin, j'ai besoin de tester tout ça, j'ai besoin d'essayer. Et c'est ce qui m'a fait comprendre en fait que j'étais une exploratrice de la vie, en fait, tout simplement. J'aime explorer, j'aime découvrir, j'aime la nouveauté, j'aime apprendre. Je suis une élève de la vie, une constante élève qui aime en fait être un petit rat de bibliothèque qui apprend des choses et qui en les apprenant se dit bah tiens en fait c'est génial, ça pourrait aider d'autres personnes. Et donc là moi maintenant mon métier entre autres dans le mentorat, dans l'accompagnement, dans tout ce que je crée, que ce soit des accompagnements individuels, des séjours, des ateliers ou je ne sais trop quoi, il y aura toujours cette idée de ça peut toucher quelqu'un, ça peut inspirer quelqu'un. Je l'ai exploré, donc j'ai envie de vulgariser l'information pour les autres parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de toutes ces choses-là, tu vois. Donc être soi dans toutes ces péripéties de la vie, dans toutes ces réinventions de la vie, dans tous ces moments où ouais, en tout cas pour moi, je suis face à des inconnus et que j'ai envie de les résoudre par moi-même, tu vois. Et c'est même pas une question de fierté, c'est plutôt une question de face à une tempête, face à une fin du monde ou quoi que ce soit, bah, j'arriverai à m'en sortir, quoi. J'aurais pas besoin de m'entourer, tu vois, de 1000 personnes. Mais je serais super contente s'il y a 1000 personnes qui sont là, parce qu'à plusieurs, bien évidemment, on va plus loin, on a l'intelligence collective, mais j'aime bien cette idée de me dire, bah, en fait, je peux me débrouiller toute seule, quoi. Et puis les autres, c'est du bonus, c'est quelque chose de... C'est comme un cadeau, en fait. Ils viennent s'ajouter à mon propre cheminement et me permettent d'apporter plus de plein de choses, quoi. De douceur, d'amour, d'idées, de créativité. Mais j'aime bien d'abord nourrir tout ça moi-même, en osant être pleinement moi-même. Je bois tes paroles et quand je t'écoute, je comprends parce que je sais pas si je te l'avais partagé, mais clairement la décision de mentorer avec toi pour moi était de l'intuition pure et totale. Je te suivais très peu, je te suivais depuis un nombre de mois assez conséquent, depuis plus d'un an, mais très peu en contenu. C'était une période où j'avais un peu arrêté de boire du contenu, où je m'étais un peu recentrée sur moi. Et j'ai senti le jour où, je crois sur une story Instagram, tu parlais de la possibilité d'un mentorat, j'ai vraiment senti une pulsion. Et quand j'écoute ton parcours, je comprends pourquoi une partie de moi a vraiment résonné avec ce que tu es, parce que je pense qu'on a plein de choses en commun. Moi, mon job de rêve, c'était travailler pour l'ONU en Amérique latine. Et quand j'y suis arrivée, j'ai surtout voulu repartir. Et après, ce chemin de l'entrepreneuriat aussi que j'explore. Et du coup, ouais, ça résonne fortement en moi. Et quand tu parlais justement de ces cadeaux que t'offrent les autres finalement, et je sais que personnellement, moi, c'est un des challenges de mon moment. Après des mois et des années à avoir été très seule, à avoir cultivé un espace nécessaire pour me reconstruire et pour connecter avec moi, j'apprends ce processus de partager avec l'autre, de les voir comme des cadeaux et pas comme des pierres qui alourdissent mon chemin. Et ça a été mon défi à moi. Quel a été ton défi à toi dans ce processus d'assumer, de liberté, d'assumer qui tu es?
Bah, on en revient toujours à ces bruits extérieurs, tu vois. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec nous. Il y aura toujours quelqu'un qui n'a pas la même vision du monde, la même définition du bonheur, qui n'a pas cette recette de vie sur mesure qui sera la même. Et en fait, c'est comment on décide de vivre malgré cela, tu vois. C'est un peu... Moi, il y a quelque chose qui m'a très fort touchée il y a quelques années. On parlait avec mon papa de projets. Je lui disais que j'allais repartir à l'étranger parce que je bouge quand même beaucoup, quoi. Et il me dit, ah, mais tu repars encore, mais t'as pas envie de te poser, mais t'as pas envie de t'installer, mais t'as pas envie de... Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui m'est venu en tête et je lui ai dit, tu sais, papa, je pense qu'on n'a pas la même définition du bonheur. Tu vois, être heureux, pour moi, c'est pas m'installer, avoir une grande maison et peut-être ce à quoi aspirent plein de gens, hein, tu vois, qui est un peu finalement la normalité dans notre société aujourd'hui. C'est on fait des études, on a un bon job, on décide de se marier, on fait des enfants, on a une maison, on achète une voiture. Tu vois, c'est très cliché là ce que je raconte, hein, mais ça peut être la définition du bonheur encore pour certaines personnes. Et je leur encourage à la nourrir, cette définition-là. Mais moi, quand j'en ai discuté, j'étais là, moi, aujourd'hui, mon bonheur, il se définit grâce à beaucoup de liberté, grâce à énormément de mouvements. Et donc, dans ces cas-là, tu vois, c'est défendre ses positions, c'est aussi... mais ne pas les imposer aux autres. Ce qui veut dire, je suis personne pour définir le bonheur pour quelqu'un d'autre. Je suis l'unique personne qui peut me définir et qui peut définir mon propre bonheur. Donc en fait, c'est juste d'expliquer à l'autre, je ne fonctionne pas de la même manière que toi. Je n'ai pas les mêmes envies, tu vois. C'est un peu comme si on allait faire du shopping, on va dans des magasins et on achète tous la même robe ou le même pantalon. Ce serait d'un triste, tu vois. On s'habillerait tous pareil et on ressemblerait à des clones. Moi, j'ai envie que le monde assume cette singularité, assume sa différence, ce monde, parce que c'est une richesse. Si on était tous pareils, qu'on avait les mêmes envies, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier, quoi. Et moi, dès que je reste un peu dans le statu quo et dans la routine, je m'ennuie et j'ai l'impression surtout que je stagne, que j'apprends plus rien et que je n'évolue pas. Et donc, ça me pèse. Et donc, cette discussion que j'ai eue avec mon papa, c'était vraiment chouette parce que... on en arrivait à la conclusion de oui, on fonctionne pas de la même manière et c'est ok. Et je crois qu'il y avait beaucoup d'apaisement aussi parce que en tant qu'enfant, malheureusement, on garde souvent le rôle d'enfant et on ne se détache pas de ce rôle. Et donc on continue malgré l'âge adulte à se comporter comme des enfants. Donc on attend que nos parents nous reconnaissent ou valident nos décisions, ou valident notre comportement, ou valident notre personnalité. On a envie qu'ils soient fiers de nous, on a envie qu'ils nous aiment. Et au plus où on essaye de nourrir cette envie-là, au plus où on va être frustré parce qu'on s'empêche finalement d'être pleinement nous-mêmes. Donc je sais qu'il y a un bouquin là-dessus, j'ai oublié son titre à chaque coaching, j'ai toujours la même chose. Ah, je suis désolée, j'ai oublié le titre, je crois que je t'en avais parlé aussi à toi, j'ai dû en parler à tout le monde. C'est un bouquin qui parle de justement comment ne plus être l'enfant de son parent, comment être pleinement adulte. Donc des adultes qui, même si ce sont nos parents, ce sont des adultes qui communiquent ensemble. Et pas l'un qui sait mieux que l'autre, l'un qui a plus de vécu et d'expérience que l'autre. C'est juste deux adultes qui sont confrontés à une situation, qui ont une manière de résoudre un problème, chacun la leur, et c'est ok, quoi. Et donc dans ces cas-là, ce sera challengeant en fait de se montrer tel qu'on est et de ne pas se dire l'autre sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. L'autre sait mieux que moi ce que je dois faire dans ma vie. Et quand on entend le doit, ça veut dire que c'est une obligation, une contrainte, quelque chose dans lequel on se force. Et c'est pas vraiment une envie, un besoin, quelque chose qui nous anime et qui nous procure de la joie. Donc dans l'expression de son moi authentique, d'être soi le plus véritablement possible, c'est comment être dans l'envie, dans le plaisir, dans la joie, dans ce qui nous épanouit, dans ce qui nous donne de l'énergie, plutôt que d'être dans je dois me sentir acceptée, je dois me sentir aimée,
c'est obligatoire que l'autre me comprenne dans mon fonctionnement. Et ça, on va passer notre vie à attendre que l'autre nous comprenne. C'est mal barré. Ou alors, c'est un peu comme la définition du succès. Moi, j'adore parler de ça parce que on a tous une définition du succès qui est différente. Et il y en a qui vont dire le succès, c'est l'autre qui me reconnaît, ou c'est l'autre qui me voit, ou c'est l'autre qui estime que j'ai réussi, tu vois, l'autre qui me fait confiance. Et en fait, c'est tu attends que l'autre te valide et t'estime dans le succès. Alors que tout commence par toi. Donc arrête d'attendre que l'autre t'apporte des solutions, des réponses à tes problèmes, ou qu'il te dise que tu as réussi, que c'est bon, tu as atteint le palier qui est celui de la réussite et du succès. Parce que l'autre, en fait, n'aura pas les mêmes critères que toi. L'autre n'aura pas la même manière de voir le succès ou la réussite. Aujourd'hui, moi, ma réussite, c'est de me dire que chaque jour, je me respecte, que chaque jour, j'essaye de répondre à mes envies et mes besoins, que chaque jour, je me réinvente si jamais je m'ennuie dans ce que je fais, ou que j'ai fait le tour, ou que j'ai plus l'impression de me sentir utile, ou que j'ai plus d'impact sur le monde, quoi. Et ça, c'est un peu une période que je traverse pour l'instant. C'est j'ai fait le tour d'un truc, et voilà, il faut recommencer, mais pas recommencer à zéro. C'est justement quelle est la nouvelle chose qui va m'animer, qui va me procurer de la joie, dans lequel je vais me sentir utile, ou comment réinventer justement mon activité aujourd'hui pour me sentir dans le succès et être certaine que je m'éclate dans ce que je fais. Parce que si on a fait le tour, on s'assume plus, quoi. On a l'impression qu'on est des petites marionnettes. En tout cas, je dis on, mais ça parle de moi, hein, bien évidemment, ce que je raconte. Finalement, c'est comment savoir s'écouter et écouter ses réels besoins. Et ces réels besoins qui évoluent en fonction de la personne qui évolue, quoi. Donc cette personne, elle change, elle devient quelqu'un d'autre. Et donc si on essaie de s'accrocher à des besoins qu'on avait dans le passé, mais qu'on se déconnecte de nos besoins d'aujourd'hui, c'est pas du tout logique, et ça n'a rien de sain en soi. C'est pas juste par rapport à ce qu'on ressent là maintenant. C'est, moi je te dirais, il y a 5 mois, il y a 5 mois maintenant, comme au tout printemps, je pars, je suis en mouvement, je suis dans mon camping-car, j'ai besoin d'être ailleurs et tout ça. Et puis quand je suis dans le mouvement, je ressens ce besoin d'un peu plus d'ancrage et d'un peu plus de stabilité. C'est pas pour autant que je dois absolument me raccrocher à ces besoins d'avant qui étaient dans le mouvement. En fait, c'est de suivre l'évolution et d'oser l'incarner, cette évolution, et pas de dire « ouais, mais je remettrai ça à plus tard ». C'est tendre l'oreille chaque jour et se lever en se disant de quoi j'ai besoin aujourd'hui et qu'est-ce qui va me rendre bien aujourd'hui. Alors je dis pas forcément heureux dans la plénitude totale, mais qu'est-ce qui va m'apporter de la joie, des graines de plaisir, qu'est-ce que j'ai envie d'arroser pour que ça fleurisse dans quelques jours, quoi. C'est dans l'instant présent, parce que c'est maintenant. Ça dépend aussi de notre énergie, ça dépend de plein de facteurs, des rêves qui changent, des projets qui changent. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, et j'en ai fait partie, et parfois ça me chatouille encore, n'acceptent pas qu'ils évoluent, n'acceptent pas que leurs envies changent. Et donc ils s'accrochent à quelque chose pensant que c'était leur voie ou leur chemin. Et quand, par exemple, on a une personnalité multiple comme la mienne, où on a envie de toucher à plein de choses, il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule carrière, il n'y a pas un seul chemin, il va évoluer. Et donc, si on continue à essayer de se montrer avec une identité qui n'est plus vraiment celle qu'on ressent à l'intérieur, on se fourvoie, en fait. On est en train de se tromper de route, et on va dans une direction qui n'est plus vraiment la nôtre. Juste parce que les autres pensent que c'est la bonne, tu vois. C'est un peu comme si maintenant, j'osais pas me réinventer ou arrêter, c'est pas le cas, hein, mais si jamais je disais tout d'un coup, j'ai plus envie d'être coach, j'ai plus envie d'être mentor, ras-le-bol, j'ai fait le tour, je me dirais, ah mince alors, mais les autres, ils m'ont labellisé mentor et coach, ils vont être paumés, c'est mon label selon eux, tu vois. Et je suis là, mais je suis beaucoup plus que ce label-là. J'ai pas envie de me cacher derrière cette fonction. Comme je te dirais aussi, quand j'ai commencé avec le mind mapping, c'était un peu comme si je me cachais derrière un outil. Et puis au fur et à mesure, j'ai entré d'autres outils dans ma boîte à outils. Et j'ai un de mes mentors, du moins un
une des personnes que je trouve très inspirante, qui un jour m'a dit, alors que j'étais en train de le faire sur mind mapping justement, il m'a dit mais Caroline, n'oublie pas que les gens te choisissent non pas pour l'outil que tu leur proposes, mais pour qui tu es en fait. Et donc quel que soit l'outil que tu vas leur montrer ou leur apprendre, etc. Eh ben, c'est toi, en fonction de ce que tu incarnes, en fonction de ce que tu dégages, en fonction de ton énergie. Et donc, si jamais toi, tu t'empêches d'être toi et d'aller dans la direction qui est la tienne, si tu gardes ce label dans lequel tu penses être reconnu et vu par les autres, mais qu'il ne te convient plus, en fait, tu es en train de mourir à petit feu, quoi. Et donc c'est cette autorisation de constamment me réinventer, d'aller dans une autre direction, d'élargir mes champs des possibles, en fait, qui me permettent d'être pleinement moi-même et de pas me cantonner à une situation qui ne me correspond plus, tu vois. D'où la raison exploratrice de vie et surtout aujourd'hui créatrice, tu vois, ou exploratrice d'espace, créatrice d'espace de liberté, tout ce qui te permet de continuer à changer, quoi. Finalement, ça nous rappelle qu'on est des êtres en constante évolution et je suis totalement d'accord avec toi. Ces projets et ces envies qui évoluent au fur et à mesure. Moi, souvent, ce que je raconte et ce que je partage, c'est que finalement, c'est important d'être connecté avec qui tu es profondément et pas avec les étiquettes que tu montres au monde, parce que ces étiquettes-là, elles peuvent changer. Et moi, je sais que ce que je suis, l'être qui m'anime, c'est cette envie de semer des graines de conscience, de voir germer des graines de liberté autour de moi. Et je sais que j'ai envie de le faire de plusieurs manières différentes. En ce moment, c'est par le coaching, c'est par la création de contenu tel que ce podcast et d'autres que je suis en train de créer parce que je suis une personne purement créatrice, et en même temps je sais très bien que la vie est en train de m'emmener vers d'autres chemins. Et pendant que je t'écoutais, moi c'est très drôle, ça fait 10 ans que je suis en constant mouvement, ça fait 10 ans que j'ai pas de chez moi concret. Et je me suis découvert un nouveau projet. J'ai envie de m'acheter un petit endroit sur une île des Canaries parce que j'ai envie d'avoir un chez moi, une base, que j'y serai certainement pas tout le temps, certes. Et en même temps, et moi quand j'ai découvert ça, et j'ai mis des mois et des mois à assumer que ça faisait partie d'une réelle envie. Et la vie, elle a dû me montrer encore et encore et encore que oui, j'aimais être en mouvement, mais que j'aimais aussi avoir cet endroit de repli, cet endroit j'ai besoin d'avoir un endroit à moi. Et pour moi, assumer ce besoin-là, et c'est pour ça que je parlais de besoin réel, parce qu'il y avait les besoins que ma tête pensait. Non, mais toi, t'es nomade, toi, t'aimes le mouvement, toi, t'aimes être en création. Qu'est-ce que tu vas répondre à un besoin archaïque que tes parents pensent? Mais non, en fait, c'est pas mes parents, c'est mon corps. C'est apprendre à connecter avec mon corps dans une session de danse tantra où clairement mon enfant intérieur est venu me le dire. Basta, écris un livre et trouve-nous une maison. Et ça m'a profondément transformée. C'est là où tu t'enfermes pas, en fait. Tu n'es pas en train... Parce que tu vois, tu dis, ah, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de liberté. Pareil, ça va être des traits de notre personnalité, mais on n'est pas uniquement ça. Et c'est là, c'est d'englober, en fait, toutes ces facettes. Et c'est oser notre dualité, c'est oser tant nos lumières que nos ombres. C'est juste s'accepter dans toutes nos cellules, quoi, tout ce qui est en train de vibrer à l'intérieur de nous. Et oui, bien évidemment, ça résonne là ce que tu dis avec cette idée de, comme je te disais avant, quoi, tu t'ancres, donc tu te crées une sorte de base, et puis tu pourras y revenir quand tu auras besoin d'avoir de l'ancrage, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on avait parlé en plus pendant le mentorat et que j'avais un peu fait la sourde oreille ou un peu l'autruche parce que c'est ma spécialité parfois quand il y a des choses que j'ai pas encore envie d'assumer. Et je pense qu'on en est tous là à certains moments de notre vie sur certains sujets. Et pour moi, c'était assumer ça, j'avais l'impression que ça allait restreindre mon être, alors que finalement, je sens une expansion profonde de me dire, je peux rêver à ça aussi. Je peux rêver à un endroit d'ancrage. Et je sais que moi, ce qui a été hyper important dans ce processus-là, ça a été de reconnecter au corps.
C'est un outil que moi j'adore, que ce soit par divers outils créatifs, retourner au corps. Et j'aimerais que tu nous partages, toi, tes outils. Qu'est-ce qui résonne pour toi d'utiliser quand on a envie d'aller vers la conquête de notre être? Avant de répondre à ta question, il y avait un truc que je voulais ajouter aussi, mais en fait, je pourrais peut-être t'en parler après. Non, je vais en parler maintenant parce que sinon je vais oublier. Je suis la reine pour oublier parfois le fil de mes pensées. Tu sais, dans l'acceptation de nos multiples facettes ou de nos multiples traits de caractère, il y a quelque chose, moi, qui m'a fort touchée ces dernières semaines. J'étais dans un constat, en fait, que la raison pour laquelle j'avais besoin de changement, j'avais besoin de réinventer mon activité, c'est parce que je n'étais plus assez visionnaire dans ce que je proposais. Donc, par exemple, aujourd'hui, on sait tous qu'il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de mentors. C'est un métier qui est en expansion. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont posés des questions et que parce que ça les a touchés eux, ils ont envie de le partager avec d'autres. Et en fait, moi, depuis le début de mon activité, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire découvrir les choses. Faire découvrir un outil, faire découvrir une manière de fonctionner, faire découvrir une philosophie de vie, etc. Et puis je me suis rendu compte ces dernières semaines que j'avais l'impression d'être un petit perroquet. Et que le petit perroquet, il était fatigué de répéter la même chose parce qu'il y avait déjà maintenant 10 000 personnes qui en parlaient. Alors qu'à l'époque, il n'y avait que moi et peut-être 3 paumés et 2 tondus qui le faisaient, tu vois. Et à un moment, il y avait une partie de moi qui se trouvait très égocentrique, tu vois, de penser ça en mode mais qui suis-je pour penser que moi j'ai fait le tour ou quoi que ce soit. Et là, en fait, dans assumer sa personnalité, je me suis rendu compte que, en fait, oui, je suis une visionnaire et que j'ai besoin de constamment me renouveler. Et c'est pas parce que comment dire, c'est pas parce que je me sens tourmentée ou je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. En danger parce qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi. Mais c'est plus parce que moi, quand les autres commencent à en parler, bah, ça me saoule parce que j'ai envie, tu vois, d'initier à quelque chose de nouveau. Et ça m'a vraiment montré que si j'assumais pas juste ce caractère-là, ce trait de ma personnalité qui est j'ai besoin de constamment me renouveler, j'ai besoin d'être précurseur, j'ai besoin d'être quelqu'un qui crée de l'initiative et qui vulgarise, plutôt que de continuer à parler éternellement et de rester sur la même chose, tu vois. Et ça m'a permis vraiment de comprendre que là, j'acceptais vraiment pleinement toutes les facettes et que je me cachais pas derrière une pensée que l'autre pourrait me dire « Ouais, mais Caro, attends, t'as pas fait le tour de ce truc-là. » Eh ben non, j'ai pas fait le tour de ce truc-là. Mais parce que j'ai déjà initié et que j'ai déjà touché des personnes, j'ai envie de faire les choses différemment et je laisse la place aux autres pour continuer à toucher des personnes qui ont besoin de ça. Parce que bien évidemment, j'ai pas touché tout le monde et je n'estime pas que tout le monde sera touché par la suite. Mais c'est ça qui est génial, c'est que moi, j'ai été précurseur, je suis contente, j'ai fait mon bazar, comme par exemple avec le design humain. À l'époque, personne n'en parlait du design humain, c'était vraiment un outil complètement méconnu, et maintenant, c'est des centaines et des centaines de personnes qui en parlent dans tous les sens, comme de l'ikigai, comme de plein d'outils, en fait. Et je trouve que c'est là vraiment où je vais incarner pleinement ma personnalité et m'autoriser à, ah bah oui, je change, non pas parce que les autres prennent ma place, mais parce que moi, j'ai décidé que c'était les initiatives que j'avais envie de prendre et que j'ai besoin de fonctionner comme ça. Et personne ne pourra me juger ou personne ne pourra me dire que ce n'est pas la bonne manière de faire. Je vais me réinventer et c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Voilà un peu pour ce que je voulais rajouter. C'est prendre pleinement ta place finalement et ne pas te cacher derrière les autres pour une justification depuis le mental, mais réellement connecté à ton cœur, à ce qu'il a envie d'être, pour oser de nouveau te mettre dans une zone de danger, dans une zone d'expansion finalement. Exactement. C'est ça. C'est parce que cette zone de danger, si je ne la touche pas du bout des doigts, j'ai l'impression que je n'existe pas, tu vois. Il y a une sorte de truc en moi qui est là, j'ai besoin de risque, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Et rester dans cette zone de confort en voyant que plein d'autres personnes sont dans leur zone de danger en faisant ça, alors que moi, j'ai déjà été dans ma zone de danger en commençant et en initiant. Et je me dis, mais en fait, là, moi, c'est bon, j'ai fait mon temps et il faut passer à autre chose.
Et donc, ce qui à la base paraissait de manière assez un ego trip en mode ah ben moi j'ai fait le tour, c'est bon, tu vois, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout un ego trip, c'est juste. Puis j'ai des copines qui m'ont dit l'autre jour, mais tu sais Caro, t'es Verseau, oublie pas que t'es Verseau, donc t'as besoin de constamment initier, t'as besoin de constamment être précurseur, t'as besoin de faire les choses à contre-courant et d'être très indépendante dans ton processus. Et j'étais là, mais tellement, c'est tellement ça. Et alors, toi, tu me demandais quels sont mes outils pour revenir à moi. Pour revenir à soi, pour connecter avec qui l'on est réellement, des astuces, des outils, des pratiques quotidiennes ou non. Alors moi, ce sera énormément de solitude. C'est le premier truc auquel je pense parce que c'est pas forcément des choses matérielles, tangibles, des activités, c'est du temps solo. C'est retrouver ma propre énergie, retrouver mon propre temps, me sortir du bruit des autres, donc être dans le silence, revenir à moi par des moments juste où il y a zéro bruit, où je suis dans ma petite bulle et à ce moment-là, j'arrive à me détacher des parasites extérieurs, tu vois, que ce soit des informations, des pensées, des inspirations qui vont venir un peu polluer peut-être mon processus, que ce soit dans la prise de décision, dans la mise en place de projets. J'ai vraiment besoin de ce temps-là. Comme je te disais au départ, il faut d'abord que je valide moi mes propres envies et décisions avant d'en parler aux autres. Et pour ça, j'ai besoin de ce temps solo. Donc je prends beaucoup de temps en solitude. J'essaye d'avoir plein de moments où je n'ai pas mon copain à côté, donc on est aussi très, très indépendants, que ce soit à l'appartement ou que ce soit dans nos voyages. Et puis à côté de ça, moi je suis très très fort dans la lecture. La lecture, c'est un peu mon refuge, c'est ce qui me permet de me reconnecter à moi. Pendant tout un temps, j'étais très fort dans l'écriture. Là maintenant, on va dire que de 2013 à 2017-2018, j'ai écrit quasiment tous les jours. J'ai eu des carnets parce que j'étais vraiment plongée dans mon processus de développement perso. Et donc j'avais besoin d'écrire tout ce que je ressentais, tout ce qui se vivait pour y retourner et pour constater en fait ce qui se vivait. Parce que quand on le vit, on n'a pas vraiment de clarté, tu vois. Et en le déposant, on s'en détache un peu plus et on arrive à prendre du recul. Donc j'ai eu ce processus-là pendant plusieurs années. Maintenant, je ne l'ai plus. En tout cas, j'ai plus de carnets dans lesquels j'écris pendant des heures. J'ai plus d'exercices d'écriture d'intuitive ou ce genre de choses. Maintenant, j'écris plus en mode vite dans mes petites notes où j'ai une émotion qui sort et je la partage. Et les trois quarts du temps, elle se dépose sur Instagram après, sur mon compte pro ou sur mon compte perso, de manière à montrer en fait que je suis pas cette surhumaine qui est tout le temps dans la vibe tout va bien, c'est génial, je me reconstruis, je crée des choses. Je suis tout le temps dans un espace de tant de vulnérabilité que je contrôle, je domine, pas dominer, mais je conquiers, je conquis le monde. Et donc, ouais, c'est écriture, lecture, solitude, la marche aussi. Je marche beaucoup, je fais beaucoup de randonnées. C'est ce qui me permet de me reconnecter à moi, de faire de la place pour ce qui doit être, pour ce que j'ai envie de créer, de mettre aussi, de faire de la place dans mon esprit quand il y a trop d'informations, quand il y a trop d'idées, trop de pensées, trop de tout. C'est de nouveau cette reconnexion à soi. Hein. C'est tous les espaces qu'on peut créer qui me permettent d'être moi. Donc toi, tu vas me parler de la danse. La danse, moi, je l'ai eu très très fort quand je vivais pendant plusieurs mois à Bali, où j'allais à l'ecstatic dance, on va dire 2 fois par semaine. La danse est quelque chose dans laquelle je peux extérioriser en fait toute ma frustration, ma colère, le trop-plein dans mon corps qui vient parasiter mon propre fonctionnement. Je suis quelqu'un qui est très 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 fort éponge, donc je bois toutes les émotions, la négativité, mais aussi la positivité des gens. Et j'ai besoin de ces temps solo pour évacuer. Et quand je danse, j'arrive vraiment
exporter, tu vois. J'ai l'impression d'être un ordinateur où je vais exporter tout ce dont j'ai plus besoin. Et j'ai tellement bouffé des informations qu'à un moment, il faut que ça sorte. Et donc, c'est par la marche, la danse. Je me vois encore à les ecstatic dance où vraiment j'avais l'air possédée, tu vois. Je faisais ça comme ça, très très fort en mode. Ça devait sortir de mes doigts, tu vois, en mode allez. Et c'est un peu comme. Je suis quelqu'un qui a un grand feu intérieur, donc ça bouillonne vite. Et j'ai parfois besoin d'exploser, que ce soit à travers la colère, à travers la créativité, à travers plein d'autres moyens de sortir tout ça. Et la danse me permettait aussi d'évacuer de la frustration, un mal-être, ou une explosion de joie aussi, hein, tu vois, ça peut être tant positif que négatif. Donc c'est vraiment une manière de me reconnecter à ce qui est juste pour moi. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Beaucoup de repos. Ça va avec la solitude aussi, hein, mais je sais que je suis bonne à rien quand je suis fatiguée. Et pour l'instant, moi, c'est une période où je suis super fatiguée. Vraiment, la fatigue, mon corps, là, ça fait 1 mois qu'il m'apporte plein de petites maladies, de petites choses, des extinctions de voix, des courbatures et tout ça. Et parce que aussi, je suis revenue en ville alors que j'étais très fort en mouvement. Je sors beaucoup, je vais à des festivals avec des copains et tout ça. Et donc, je crée cette énergie qui me demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est comment revenir à moi du temps, de l'espace, en fait, pour provoquer tout ça, quoi. De toutes les manières, en parlant de design humain, on n'est pas projectrice pour rien, toi et moi, et on a ce même, enfin, pas exactement le même fonctionnement, mais je me reconnais aussi beaucoup dans ce besoin de solitude, dans cette capacité à recevoir l'énergie, à la comprendre, à la canaliser. Et en fait, moi, quand je t'écoute, ce qui résonne, c'est que finalement, le plus important, c'est de trouver son outil à soi pour redescendre dans le corps, pour boycotter le mental, pour boycotter l'ego et écouter ce que le corps a à dire, parce que en plus, il a des mille et une manières de s'exprimer. On parle beaucoup de la somatisation et donc de son expression négative, mais on oublie parfois de parler de son expression positive, qui est typiquement l'intuition, ces pulsions qu'on va sentir à l'intérieur de notre corps. Et je pense que juste notre société a oublié de nous accompagner à connecter à lui. Et je suis hyper heureuse de pouvoir connecter avec de plus en plus de personnes, d'êtres humains comme toi, comme moi et comme toutes les personnes qui m'entourent qui ont cette envie de reconnecter au corps et d'accompagner sur ce chemin pour être soi. Ce chemin qui est si beau en plus et qui nous fait tellement de cadeaux. Exactement. Et tu sais, en t'écoutant, il y a un autre outil qui m'est venu en tête et qui est le plus simple et qui est inné et que tout le monde peut faire. C'est respirer, tout simplement. C'est travailler sa respiration. Et c'est ça, c'est la première chose qui nous reconnecte au corps. Ouais, j'ai appris seulement à respirer, je pense, il y a 5 ans, vraiment. Donc j'ai 38 ans, donc j'ai appris à respirer à 33 ans. Parce que pendant toute mon enfance, adolescence, jeune vie d'adulte, j'avais plein de problèmes, j'avais de l'asthme, j'avais vraiment... c'était difficile pour moi de respirer profondément et d'aller regarder au cœur du ventre, donc à la source de tout, à la source de moi et de mon feu intérieur, ce qui s'y passait. Et puis c'est grâce à X et Y procédés quand j'ai vécu à Bali que j'ai réussi à débloquer un petit peu tout ça. Et ça m'a permis encore plus de me connecter à mon fonctionnement intérieur et à ce qui était juste, à ce qui résonnait en moi, dans l'instant. On en arrive à la fin de notre échange. Merci Caroline d'avoir partagé cet instant avec nous. D'abord, je ne sais pas si tu as envie de laisser une dernière inspiration, un dernier message, quelque chose que tu sens qui est important que les auditeurs de ce podcast écoutent. Il y a une petite citation, moi, qui est toujours avec moi, mais je pense depuis toute petite, qui est en anglais, mais je vais vous la traduire en français. Elle dit prends un risque ou prends ta chance, tu ne sais jamais ce qui va arriver.
Et aujourd'hui, je pense que dans l'expression de soi, on a toujours nos peurs, nos croyances qui vont venir parasiter notre action, la volonté de bouger, de prendre un risque et de sauter à pieds joints vers l'inconnu. Mais en fait, c'est parce qu'on est en train juste d'essayer de projeter tout ça et d'essayer de construire des peurs pour nous empêcher de vivre les choses. Alors que si on se dit, juste, je saisis ma chance et quoi qu'il arrive, il va se passer quelque chose et ça va être génial en fait. Ça permet de déculpabiliser et de faire en sorte de ne plus avoir peur de l'action. Parce que souvent, on a peur de passer à l'action. Et donc, en fait, on gagne en confiance en soi si on passe à l'action. On gagne en connaissance de soi si on passe à l'action. Donc, tant qu'on ne passe pas à l'action, tant qu'on n'essaye pas de se comprendre dans la pratique, on ne s'expérimente pas, on a du mal à vraiment incarner qui on est et à être nous-mêmes. C'est dans la pratique. Donc, osons. Et même si on a peur, allons-y. J'ai toujours cette Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski qui descend sa petite piste de ski et qui dit « J'y vais, mais j'ai peur !» Et elle est là, complètement tétanisée, mais elle y va quand même, quoi. Elle est prête à affronter ses peurs, à rentrer dans sa zone de panique pour justement évoluer, grandir et en apprendre davantage sur elle-même. Il y a une phrase que j'utilise souvent en espagnol, donc je vais la traduire en français, qui est si ça te fait peur, fais-le avec peur. C'est-à-dire que de toutes les manières, toute nouvelle chose qui s'offre à nous, même la plus petite, il y a toujours ce petit moment d'appréhension de notre corps parce qu'on va vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Et pour moi, c'est quelque chose. Après, je suis aussi animée par un feu très puissant étant moi bélier et très très bélier dans ma manière d'être. J'ai un feu incandescent à l'intérieur de moi qui ne s'arrête jamais. Donc c'était quelque chose qui a énormément résonné en moi et en même temps je trouve que notre feu interne est facile à allumer à partir du moment où on ose, parce que en fait après on se rend compte que c'était pas si inatteignable, si dur, si difficile, si tout ce qu'on pouvait s'imaginer que c'était. Ouais, l'être humain est un pro pour se trouver des excuses et s'auto-saboter. Voilà. Le danger est quelque chose de nécessaire. La peur est nécessaire. C'est une information que notre cerveau nous envoie, pas pour nous dire reste assis à ne rien faire ou reste les bras croisés. C'est justement agis et affronte le danger. Comment vas-tu te sentir en sécurité malgré le danger ? Que vas-tu faire pour te mettre un bouclier, une armure face à ce danger ? Ouais. Merci pour cet échange qui, moi, m'a énormément nourri. Alors, j'imagine comment il pourra nourrir toutes les personnes à qui ce merveilleux espace arrivera. Peut-être que tu as envie de nous partager tes projets du moment, tes réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, donc vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui est Caroline Weller, donc weiler.com. Donc là, vous avez toute mon actualité, que ce soit des accompagnements individuels, les séjours que j'organise, qui sont principalement liés à la ressource. La ressource, c'est un projet qui va un peu plus me prendre du temps les prochaines semaines et prochains mois. Donc la ressource, ce sont des activités, des séjours qui sont liés au silence et à la nature, à la reconnexion à soi, à prendre du temps pour soi, pour sortir justement du bruit, des parasites, de la ville, de l'extérieur, de nos pensées et surtout s'autoriser à être nous-mêmes dans des espaces où on est libre. Et donc voilà, les prochaines semaines, prochains mois, il va se passer pas mal de choses avec ce projet-là. Et vous pouvez me trouver sur Instagram également, Caroline Weller Inspire. Et là, vous aurez de nouveau toutes les actualités. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode avec Caroline Weller. Je suis vraiment désolée pour la prononciation de son nom de famille au tout début. Non, tu peux. Caroline Weller, c'est juste à la française, ce sera Weller, c'est normal. En tout cas, merci à toi de nous avoir écoutés et merci à toi, Caro, d'être passée par ici pour partager ce moment avec nous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Bonne journée.
Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.